Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce dimanche 13 avril, elle a fait les frais de la politique de restriction budgétaire du gouvernement Trump. L'agence consulaire américaine de Polynésie est fermée depuis une semaine. Quelles conséquences pour le Fénois? Nous le verrons dans un instant. Aller se baigner, faire du kitesurf ou pêcher, des activités de plus en plus compliquées à pratiquer à Moorea, tant les accès à la mer sont difficiles. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans ce journal. La vie au Fénois est chère, avec des prix parfois 45% plus élevés que dans l'Hexagone. Alors aujourd'hui, de nombreux Polynésiens sont obligés de calculer au franc près ce qu'ils mettent dans leur caddie. Un sujet que nous aborderons avec le député polynésien Moerani Frebo est notre invité ce soir. Et puis à la fin de cette édition, notre rubrique Fénois d'avant nous embarquera à Moorea du côté de Temeh pour une pêche au caillou en 1997. Europe, Canada, Mexique, îles du Pacifique, l'administration Trump l'avait annoncé début février pour faire des économies. C'est désormais acté, en tout cas en Polynésie. L'agence consulaire américaine a fermé ses portes. Il n'y a donc plus de relais au Fénois pour les citoyens des USA. Quel est l'impact de cette fermeture? Le tourisme va-t-il chuter? Kaline Liénard, Nicolas Suire. Après 20 ans d'existence, l'agence consulaire américaine est fermée pour une durée indéterminée. Christopher Koselli a été averti par son homologue fidjien. Fini l'assistance en cas d'urgence médicale ou de problème administratif. Une annonce qui est passée quasi inaperçue parmi les touristes en vacances au Fénois. C'est peut-être irresponsable, mais je ne m'inquiète même pas de savoir s'il y a un consulat ou non là où je vais. Je devrais, étant donné que je suis hôtesse de l'air, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense que c'est inquiétant de fermer ces agences consulaires dans le monde. Quand on va dans différents pays, c'est bien d'avoir cette ressource à disposition. Non, ce n'est pas quelque chose que je vérifie quand je pars en vacances. Les Américains représentent le premier marché du tourisme polynésien. Pour l'instant, certains professionnels du secteur ne s'inquiètent pas de la fermeture du consulat. En pension de famille, ça ne va pas vraiment nous impacter. Il y a quelques pensions dans quelques îles vraiment bien spécifiques qui reçoivent des touristes américains, mais pas énormément. On est à vraiment un pourcentage très faible. Ça va impacter beaucoup plus la grande hôtellerie et les îles plus touristiques en Polynésie. En cas d'urgence, les ressortissants américains de passage et ceux résidant au Fénois devront désormais faire appel à l'ambassade des États-Unis à Fidji. Le problème n'est pas nouveau, mais il empire. Que ce soit pour pêcher, se baigner ou s'adonner à un sport de glisse, à Moorea, les accès à la mer sont de plus en plus difficiles. Les hôtels privatisent, les particuliers installent des portails au détriment des habitants. Comment en est-on arrivé là? Que fait la mairie pour préserver ses accès publics à la mer? Reportage Jules Bourga et Sandro Ly. Ce résident de Tiahura avait l'habitude de venir faire du kitesurf sur la plage des Tipaniers. Mais depuis quelques mois, l'hôtel ne laisse passer que ses clients, la preuve en caméra cachée. Je peux rentrer, je vais kiter. Ah non monsieur, vous êtes dans une accès privée. C'est interdit le truc. Il n'y a pas un accord ou quoi? Non, on n'a que l'accord du Canafly qui font des cours ici. Et pour les touristes, tout ça, comment on fait nous? Vous avez l'accès public devant. Heureusement pour lui, cet autre kitesurfer réside dans un lotissement avec un accès à la plage des Tipaniers, mais il est l'un des seuls. Par exemple, pour le kite, où le spot c'est que ici parce que c'est là que les vents sont les plus forts et les plus réguliers, et ben, l'activité elle est complètement morte parce que les gens peuvent plus venir, c'est tout. Le problème, c'est pas les Tipaniers. Les Tipaniers, quelque part, on les comprend. Tout le monde va passer par chez eux. À un moment donné, il faut qu'ils fassent quelque chose pour leur hôtel aussi. Le problème, il est général. C'est ici, à quelques mètres de la plage de Temeh, que Temoana Poul a grandi. Lui s'inquiète aussi de voir son espace de jeu et celui de tous les habitants de Moorea disparaître si un hôtel est construit ici. Si demain je peux plus aller à la pêche parce que c'est privé, il n'y a plus mon poisson. Si on a tout ratissé les terres parce qu'il y a des hôtels et tout, il n'y a plus le hourou, il n'y a plus à manger, quoi. Déjà, comme je l'ai dit, c'est triste, parce que ça remet en cause toute notre manière d'être. Quand tu as des murs comme ça partout, quand tout est privé, tout est plus individualiste, il y a moins de partage, il y a moins de joie de vivre, il y a moins de convivialité. Car oui, le problème, ce n'est pas seulement les hôtels. Il y a quelques années, il y avait une petite plage ici. Maintenant, il y a un portail et une voiture. Ces privatisations effacent des accès à l'océan qui existaient depuis des décennies.
Mais la commune s'active enfin et dispose d'outils pour préserver ces passages. On va pouvoir travailler avec les élus des communes associées pour définir des endroits où le passage est déjà existant et où la commune pourrait matérialiser une emprise réservée, ce qui permettra, si jamais le passage est fermé, que la commune puisse acheter en priorité cet espace et réouvrir finalement l'accès. Le pays aussi a le droit d'imposer des petites servitudes de passage pour les piétons s'il n'y a pas d'accès à la mer sur 600 mètres. Mais lorsque la commune a proposé cette solution au gouvernement pour la plage des Tipaniers, il n'y a pas eu de réponse. Comment se nourrir quand les prix en magasin explosent? Quels produits faut-il prioriser? Aujourd'hui, c'est le casse-tête de nombreux Polynésiens au moment de faire leurs courses. Les produits sont en moyenne 45% plus chers au Fénois que dans l'Hexagone. Nos journalistes se sont donc intéressés au caddie des consommateurs. Mélissa Chang, Marcel Bonneau. Là, j'ai pris du riz qui coûte à 100 et quelques, 154 francs. Bon, c'est le riz le moins cher. Lorsque Véro fait ses courses, elle compte la moindre pièce qui sort de son portefeuille. Comme elle, des milliers de Polynésiens sont contraints de regarder les prix avant d'acheter des produits du quotidien. Avant, je prenais 2, 3, 4 poireaux pour la maison. Maintenant, je prends qu'un seul. Parce que la vie, le poireau, ça coûte vraiment cher. Faire ses courses alimentaires en Polynésie coûte 45% plus cher qu'en métropole. Alors dans les rayons, la population interpelle le gouvernement. Aujourd'hui, tout est cher. Maintenant, c'est à le pays, le président de voir et il faut baisser le prix. Parce qu'il ne faut pas penser qu'à eux, il faut penser aux petits aussi. Il y en a qui peuvent acheter du mal, mais ne peuvent pas aller loin avec. La liste des produits de première nécessité est elle aussi remise en question. Quelques légumes ou quelques fruits locaux, pas nécessairement des fruits d'ailleurs, qui pourraient être un peu moins chers parce qu'ils sont locaux, parce qu'ils sont bons pour la santé et c'est tout bénéf pour la population, quoi. Je pense surtout que c'est à un niveau international qu'est le problème parce que si ça augmente partout, forcément, arriver chez nous, c'est encore plus cher, quoi. Selon Florent Venère, économiste, le manque de travailleurs est au cœur de la problématique. Seuls 58% de la population est en activité. C'est 11 points de moins qu'en métropole où on est à 69%. Dans certains pays, on peut monter jusqu'à 80% de la population qui travaille. Et c'est le cas par exemple de la Nouvelle-Zélande. Donc nous, on a effectivement une grosse difficulté de ce point de vue-là parce qu'on fait porter notamment les cotisations sociales et tout le financement en fait, de la protection sociale, on le fait porter sur un nombre réduit de personnes. Ce qui fait que forcément, quand on les a ponctionnés fiscalement, il reste beaucoup moins aussi en pouvoir d'achat. Entre janvier 2024 et janvier 2025, l'indice général des prix à la consommation a augmenté de 1,6%, une hausse qui s'explique par la montée des prix des boissons non alcoolisées, des services de restauration et des produits alimentaires. Et nous allons tout de suite aborder ce sujet qui est au centre des attentions des Polynésiens avec notre invité, Moerani Frebo, député à l'Assemblée nationale, est avec nous ce soir. Yaorana. Kauhano et à tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a vu dans le sujet, c'est une véritable préoccupation pour les Polynésiens. La cherté de la vie a été discutée dans un colloque organisé à l'Assemblée de Polynésie. Des mesures devraient être prises, en tout cas sont attendues pour le pouvoir d'achat des Polynésiens. C'est de compétence plutôt du pays, mais tout de même, vous, au niveau de l'Assemblée nationale, vous pouvez agir et vous avez des propositions avec certains axes, dont la péréquation de l'électricité, qui, je le rappelle, est étendue sur tout le territoire national, sauf à Wallis-et-Futuna aussi, sauf en Polynésie et en Calédonie. Et vous souhaitez justement que ça soit fait également en Polynésie. Vous avez été retoqué à l'Assemblée nationale, mais vous souhaitez, vous êtes allé voir le ministre des Outre-mer, et là vous avez des pistes. Tout à fait. Il est important également de rappeler, comme vous l'avez dit dans le reportage, que le gouvernement polynésien, et c'est la chance que nous offre notre statut, est compétent dans tous les domaines et dispose de tous les leviers pour agir de manière concrète sur la cherté de la vie, que ce soit en matière de réglementation, de quotas, de fiscalité, de droits de douane ou de droits de la concurrence. La population, on le voit, attend vraiment des mesures concrètes et je trouve assez dommage qu'on attende la moitié du mandat pour enfin s'en occuper. Mais en tout cas, j'espère et je reste optimiste sur la suite. Comme vous dites, au niveau de l'Assemblée nationale, comme on s'y est engagé dans notre programme lors des élections, on porte un certain nombre de mesures dans la péréquation. Prochainement, je recevrai un courrier avec un engagement donc, écrit du ministre de l'Outre-mer et du ministre de l'Énergie, Marc Ferracci, pour qu'on puisse monter enfin le groupe de travail qui va commencer à étudier cette question. On a déjà quelques chiffres. Bercy a estimé la mesure à 10 à 11 milliards par an.
ce qui est coûteux et qui va reposer sur les entreprises et les consommateurs au niveau de la métropole. Mais voilà, on a bon espoir de faire atterrir ce dossier. On a assez rapidement, justement. Oui, c'est l'objectif. On tient les groupes de travail dès la réception du courrier, en intégrant bien sûr les autorités du pays et la DGOM et les agences compétentes au niveau de l'État. On a un deuxième axe sur lequel on travaillera dans ce groupe de travail. Les ministres ont souhaité qu'on aborde le fonds de transition énergétique, donc qui permet de financer la transition en Polynésie, qui était de 7 milliards jusqu'à présent et qu'il va falloir réabonder pour que la Polynésie atteigne ses objectifs en la matière. Il y a également la baisse du fret et la baisse aussi des billets d'avion au sein du territoire polynésien. Tout à fait, comme vous l'avez rappelé pour ce qui est de la péréquation, on n'invente pas les mesures. Ce sont des mesures qui sont déjà applicables ailleurs dans les Outre-mer. Pour la continuité territoriale interne, la Guyane dispose d'une enveloppe de 1,5 million d'euros, donc à peu près 180 millions de francs chaque année, pour aider à diminuer le coût des déplacements en interne. Mais la Guyane, c'est un département. La Polynésie n'est pas un département. Bien sûr, mais vous l'avez rappelé dans le cadre de la péréquation électrique. Des collectivités d'outre-mer se sont également vues étendre la mesure. Donc je ne pense pas que l'excuse statutaire doit nous arrêter et on peut quand même avancer. On entendait l'économiste Florent Vénère vous parler également de la création d'activités qui est importante. Et là aussi, on porte des dossiers en partenariat avec la Fédération des entreprises d'outre-mer, avec notamment un texte qui sera étudié très bientôt. Je rencontre le ministre de l'économie et des finances dès mon retour à Paris sur l'aménagement du dispositif de défiscalisation qui permettrait de réduire les délais de traitement de 2 ans et demi, comme observé aujourd'hui, à 6 mois, comme dans les départements d'outre-mer. Alors, on a abordé un autre sujet dans ce journal, c'est la fermeture de l'agence consulaire américaine depuis lundi dernier. Est-ce que vous, ça vous fait peur, notamment par rapport au tourisme nord-américain, qui est important quand même en Polynésie? Je crois que ça représente 40% du tourisme polynésien. Bien sûr, c'est notre premier marché émetteur et c'est inquiétant en effet. J'espère que les touristes ne perdront pas confiance avec ce repli de l'engagement américain dans le Pacifique en général, mais je crains surtout la conjonction avec d'autres facteurs, notamment le dollar qui est extrêmement bas en ce moment, et donc la perte du pouvoir d'achat des touristes américains en Polynésie. Et on attend de voir la suite. Après, on n'est pas... C'est possible que l'administration Trump change d'avis. En tout cas, moi, je rencontrerai l'ambassadeur des États-Unis à Paris dès mon retour pour lui demander plus d'informations, notamment sur le caractère temporaire de la fermeture de l'agence consulaire. Cette agence consulaire, donc c'est quelque chose que vous surveillez. Alors, il y a un autre sujet que vous abordez et qui vous tient à cœur, c'est le logement, l'aide au logement pour les étudiants ici en Polynésie française. Je rappelle que depuis 2008, il y a un accord avec l'État et donc un dispositif qui est mis en place d'aide. Sauf que ce dispositif, souvent le problème, selon les étudiants, c'est que les aides arrivaient 1 an après avoir fait la demande. Et là, vous avez réussi, en concertation avec le syndicat Avenir étudiant, à mensualiser déjà cette aide et surtout à sanctuariser ce dispositif qui, en fait, était remis en question chaque année. Tout à fait, c'est une excellente nouvelle. C'est une nouvelle qui est extrêmement concrète. On a réussi. Donc, le syndicat Avenir étudiant a porté la demande. Je les ai accompagnés. On a fait un gros travail de lobbying auprès du ministre de l'Outre-mer et donc l'engagement écrit est arrivé. C'est intéressant parce que ça débloque pas mal la situation, donc ça permet déjà d'avoir une visibilité de 3 à 5 ans sur ces aides, mais surtout ça ouvre la possibilité aux étudiants de se loger dans le parc privé, donc ça multiplie la possibilité de logement étudiant. C'est intéressant parce qu'on a vraiment initié un travail d'échange et de partenariat avec les associations étudiantes, aussi bien en Polynésie, je les rencontre tous les 2 mois avec l'ensemble des associations, mais aussi à Paris, pour là aussi recenser dans un premier temps toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés et dans un deuxième temps essayer d'identifier, comme pour le cas de l'aide au logement étudiant, les possibilités concrètes d'action qu'on peut mener. Alors il y a une autre préoccupation pour les étudiants, alors cette fois plutôt dans l'Hexagone, comme pour les fonctionnaires qui vont se fermer dans l'Hexagone, c'est la continuité des droits sociaux. Il y a pareil un accord entre le régime polynésien et le régime de l'Hexagone, sauf que parfois il y a un manque d'informations, donc du coup ça impacte les droits qui sont parfois fermés dans l'Hexagone comme en Polynésie. C'est difficile pour vous de vous faire entendre parfois au plan national. Vous êtes ici en Polynésie depuis mercredi et vous avez rencontré le ministre de la Santé en Polynésie, Cédric Mercadal. Vous vous unissez autour de cette question. C'est nécessaire, c'est fondamental pour se faire entendre et arriver justement à régler ce problème qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est quand même assez
important. Bien sûr, c'est une méthode que l'on doit employer. Je rencontre l'ensemble des membres du gouvernement. Donc j'ai commencé par le ministre de la Santé, le directeur de la CPS et le ministre du Logement. Et en effet, on doit trouver une solution parce que ce problème est récurrent, concerne aussi bien les Polynésiens que les lauréats de concours administratifs. Dans les échanges que j'ai pu avoir avec eux, on se rend compte qu'on a souvent des dispositifs qui existent, mais un manque d'information. Et il est important qu'on mette l'accent là-dessus pour informer mieux les étudiants ou les lauréats des concours et leur montrer que les procédures existent et qu'il faut les suivre. D'accord. Alors ensuite, il y a un autre sujet, on en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, c'est le sujet du nucléaire. La commission du suivi, notamment de la loi Morin, a eu lieu enfin début avril, après 4 ans sans réunion. Et il y a eu des promesses, notamment l'extension éventuellement des maladies en tout cas peut-être en 2026. La dette nucléaire qui est une grosse question et une grosse demande ici en Polynésie. Mais il y a aussi d'autres questions comme le millicivert qui n'a pas forcément été beaucoup abordé. Ça fait partie aussi, vous, de vos priorités ? Oui, c'est un dossier qui est extrêmement important. Et j'ai adressé un courrier au ministre pour demander la tenue de la commission. Donc on a eu la chance de pouvoir enfin l'avoir après 4 ans d'attente. Et on a des dossiers importants dont le dossier majeur qui est le plus impactant, en tout cas pour la Caisse de prévoyance sociale, qui est, comme vous le savez, le remboursement des dépenses. Le président de la République s'y est engagé et on a convenu ensemble d'une méthode en Polynésie pour qu'on puisse enfin atterrir sur un chiffre commun et qu'on s'entende sur ce remboursement que l'État fera à la Polynésie. Merci beaucoup, Maire Annie Frébaud, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes donc député à l'Assemblée nationale. Et sachez que demain, Émile Vernier, le président du syndicat de défense des intérêts des retraités anciens et futurs, sera l'invité café en radio. Il viendra notamment parler de l'indemnisation des victimes du nucléaire. Il est nommé haut commissaire de la Nouvelle-Calédonie. Actuel préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billan succède à Louis Lefranc en poste depuis 2023. Si la date de sa prise de fonction n'est pas encore connue, il arrive au Caillou au moment où les ministres des Outre-mer tentent de remettre autour de la table indépendantistes et loyalistes en vue de trouver un accord sur l'avenir institutionnel du territoire. Reportage de nos confrères de Calédonie la Première. Il a été nommé mercredi en Conseil des ministres à Paris. Jacques Billan, actuel préfet du Pas-de-Calais, sera le nouveau haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie. À 65 ans, ce diplômé de Saint-Cyr, ancien officier d'actif dans l'armée de terre, n'en est pas à sa première expérience en Outre-mer. De 2014 à 2017, Jacques Billan est préfet de la Guadeloupe, puis il prend la tête de la préfecture de la Réunion, de 2019 à 2022. Là-bas, en 3 ans, il fait face à plusieurs gros dossiers. Covid, gilets jaunes, problématiques requins, chômage, vie chère, sécurité routière, violence intrafamiliale. Certains feront écho ici, dans sa nouvelle affectation. En Nouvelle-Calédonie, Jacques Billan succède à Louis Lefranc en poste depuis janvier 2023. Le nouveau haut-commissaire arrivera dans un contexte difficile, dans un territoire qui tente de se relever des troubles de l'an passé. Sa date de prise de fonction officielle n'est pas encore connue, mais elle coïncidera peut-être avec la venue du ministre des Outre-mer Manuel Valls. Ce dernier reviendra à la fin du mois d'avril, avec l'espoir d'aboutir à un accord politique. Retour au Fénois où à Paia, de nombreux fidèles ont célébré ce matin le dimanche des Rameaux. Fêté chaque année, il précède le dimanche Pâques. Très important pour les catholiques, ce moment marque l'entrée dans la Semaine Sainte et l'entrée du Christ à Jérusalem, où il est alors accueilli par le peuple qui tapisse le sol de rameaux verts. Et culture à présent, la célèbre comédie Mamma Mia revisitée au théâtre par les artistes du Conservatoire artistique de Polynésie. Mamma Mia à Mataiva, c'est le titre de ce spectacle. Il raconte les grands moments de la vie du groupe mythique ABBA avec une drôle et belle histoire d'amour à Mataiva. Nous vous proposons un extrait, regardez. Et ce spectacle en couleur a donc été préparé par les jeunes comédiens du cours d'art dramatique du Conservatoire. 2 représentations sont prévues les 2 et 3 mai au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Les précisions de Christine Bennett, professeure au CAPF. Elle répond à Teiva Roé. On a évidemment traduit en français. On a gardé les mêmes chansons qui sont en anglais. Et avec mon équipe de cycle 3 et cycle 2,
on a monté cette comédie musicale pour le 2 et 3 mai. Pitié du pauvre banquier. On a encore beaucoup de travail, mais c'est un travail acharné. On travaille 4 heures par semaine et ils sont 25. Donc ça fait 25 élèves. Il faut apprendre à chanter, à danser. C'est du boulot, c'est du travail. Et terminons cette édition avec notre Fénois d'avant qui nous emmène sur la plage de Témé en 1997. On y retrouve des guerriers tatoués, vêtus de paléo et munis de pierres, leur proie, les poissons du lagon. Authentique ou touristique, la pêche au caillou remporte beaucoup de succès auprès d'un public local et international. Reportage Tepiu Bambridge. La plage de Témé avait un air d'époque ce matin avec tous ces beaux Tahitiens tatoués aux allures de guerriers. Des guerriers dont la seule arme était soit une conque, soit une pierre. Des armes fort utiles pour la grande pêche au caillou organisée par le comité du tourisme de Moorea. Au son du pou, Ro'onui, l'un des gardiens de nos traditions, a conduit la pêche, des images immortalisées par le public. Invocation aux divinités, pirogue traditionnelle, pareo, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette manifestation une pêche au caillou plus vraie que nature. Car malgré l'aspect touristique, le respect des traditions est primordial pour Onui. C'est obligé de rester en contact avec ça, parce que nous, on y croit beaucoup à ce que nos ancêtres nous ont laissé. Et on suit le même système qu'ils nous ont laissé. On ne fait pas différemment, mais il y a des choses qui viennent après avec. Mais nous, on suit quand même le cours que les ancêtres nous ont laissé. Aujourd'hui, le 15 novembre est un bon jour selon le calendrier lunaire? Avec une pleine lune, je pense que oui. Le souci d'être authentique et clair, ces jeunes, en quête de leur identité polynésienne, ont d'ailleurs gracieusement participé à cette pêche. Sans cet élan, le comité de tourisme aurait dû tout annuler. Et pourtant, les impressions des touristes sont partagées. C'est une fois par l'année, hein, et c'est seulement pour les touristes, je crois. Authentique et touristique, les deux. Je pense que c'est fait pour les touristes. Hein. Enfin, c'est bien d'avoir pensé à nous. Mais bon, comme on ne connaît pas réellement l'histoire de la pêche, on ne sait pas si c'est authentique ou touristique, mais c'est quand même un côté authentique et c'est pas. Authentique, c'est authentique, mais quand même avec un petit air de fête. Authentique ou touristique, cette pêche au caillou fait de plus en plus d'émules parmi les jeunes de l'île. Organisée depuis 5 ans maintenant, elle remporte aussi beaucoup de succès auprès du public, même si dans le lagon de Témé, les prises sont de plus en plus petites. C'est la fin de cette édition, l'information principale de ce dimanche 13 avril. Après 20 ans d'existence, l'agence consulaire américaine est fermée pour une durée indéterminée. Alors que les Américains représentent le premier marché du tourisme polynésien, cette fermeture pourrait surtout impacter des grands hôtels. Et en cas d'urgence, les ressortissants US devront désormais se tourner vers l'ambassade des États-Unis aux Fidji. Le programme de votre soirée sur la première, le téléfilm Le compagnon de mes rêves, suivi du documentaire Agent of Happiness. Et à la une demain de votre quotidien Tahiti Info, violence scolaire, l'école au bord de la crise de nerfs. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Marouki Duri aux commandes de votre journal télévisé. Il vous accompagnera toute la semaine. Très belle soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet